Tu sais, il y a quelque chose qu'on ne te dit pas sur le mariage quand tu es jeune et les yeux brillants, marchant dans l'allée en robe blanche. On ne te dit pas que 40 ans plus tard, tu pourrais te retrouver dans ta propre cuisine, tenant une lettre qui changera tout ce que tu pensais savoir de ta vie. Je m'appelle Claire, et à 68 ans, je pensais avoir vu toutes les surprises de la vie. J'avais tort. Parfois, les leçons les plus profondes ne viennent pas quand on est prêt, mais quand on pense avoir déjà tout appris sur l'amour, sur la confiance, sur la personne qui dort à nos côtés chaque nuit. C'est l'histoire de comment j'ai découvert que la trahison peut être une porte d'entrée, pas seulement vers le chagrin, mais vers une force que j'ignorais posséder. Il s'agit de découvrir que parfois, quand tout s'écroule, on a enfin la chance de construire quelque chose de vraiment personnel. C'était un mardi matin d'octobre, le genre de journée d'automne fraîche qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Les feuilles de notre érable prenaient cette teinte dorée particulière qu'on ne trouve qu'en France, et je préparais le petit déjeuner préféré de Bernard, un pain perdu à la vanille, comme le préparait sa mère. Bernard avait un comportement différent ces derniers temps. Plus secret avec son téléphone, plus soucieux de son apparence. À 65 ans, il s'était soudain pris d'un intérêt pour la randonnée, s'était inscrit à un club, avait acheté des bottes hors de prix et ses t-shirts de sport moulants qui mettaient en valeur la silhouette qu'il avait travaillée à la salle de sport. C'est bon pour la santé, me disais-je, l'encourageant même. On a besoin de ses passions, surtout après la retraite. Quelle naïveté j'étais. Quelle naïveté parfaite, volontaire. La lettre est arrivée un jour où Bernard était à son club de randonnée. Mêlée aux factures et aux publicités habituelles, il y avait une enveloppe à l'écriture élégante, une écriture féminine. Mon cœur a eu un petit battement d'aile, le genre de ceux qui surviennent lorsque l'intuition essaie de vous prévenir avant que votre esprit ne vous rattrape. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Même aujourd'hui, je me demande parfois ce qui serait arrivé si je l'avais simplement jeté, si j'avais choisi de rester dans l'ignorance confortable qui avait été ma vie pendant tant d'années. Mais je l'ai ouverte. Et par ce simple geste, j'ai ouvert une porte qui allait tout changer. Bernard, mon chéri, commençait la lettre. La nuit dernière était magique. Quand tu m'as serré dans tes bras et que tu m'as annoncé ton intention de quitter Claire, je me suis sentie la femme la plus chanceuse du monde. Je sais que c'est difficile, mais nous savons tous les deux que ton mariage est terminé depuis des années. Elle t'empêche d'avoir la vie que tu mérites, l'amour que tu mérites. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ont lâché, et je me suis retrouvée par terre dans la cuisine, tenant toujours cette lettre, lisant encore des mots qui réécrivaient toute mon existence. J'ai transféré les fonds comme nous en avions convenu. Une fois la maison hypothéquée et les assurances modifiées, nous pourrons commencer notre nouvelle vie ensemble. J'ai hâte de voyager avec toi, de voir le monde à travers tes yeux, de t'offrir la passion et l'excitation que Claire n'a jamais pu avoir. C'était signé, à toi pour toujours, Sylvie. 40 ans de mariage. 40 ans à préparer son petit déjeuner, à laver son linge, à soutenir ses rêves, à élever nos enfants ensemble. 40 ans à croire que nous construisions quelque chose ensemble, quelque chose de durable et de vrai. Et dans ces quelques paragraphes, j'ai appris que tout cela n'avait été qu'un mensonge. Les jours qui ont suivi ont été comme un étrange rêve. Bernard a continué sa routine, son club de randonnée, ses séances de gym, ses appels téléphoniques qu'il prenait dans le jardin où il pensait que je ne pouvais pas entendre. Mais maintenant, je l'observais, vraiment, et les signes étaient partout. Nos relevés bancaires indiquaient des virements que je n'avais pas autorisés. Nos polices d'assurance avaient été modifiées à mon insu. Il y avait des cartes de crédit à son nom que je n'avais jamais vues, des débits dans des restaurants où nous n'étions jamais allés, dans des hôtels où il ne m'avait jamais emmené. Je me sentais invisible dans ma propre vie, effacé de l'histoire que nous étions censés écrire ensemble. Le pire n'était pas la trahison en elle-même, c'était la prise de conscience qu'elle avait été planifiée depuis longtemps. Ce n'était pas un moment de faiblesse ni une liaison passagère. C'était calculé, systématique, cruel. Ils avaient prévu de démanteler ma vie morceau par morceau pour s'assurer qu'après son départ, je n'aurais plus rien. Notre fille Marie est venue nous rendre visite ce week-end-là. Un seul regard sur mon visage suffit à la convaincre. « Maman, tu as l'air terrible. Que se passe-t-il » Je lui ai montré la lettre. J'ai vu son visage passer par le même chemin que le mien, confusion, incrédulité,
puis colère brûlante. Papa fait ça, a-t-elle murmuré. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu te faire ça? Mais Marie, Dieu la bénisse, ne s'est pas contentée de me réconforter. Elle s'est mise en colère pour moi d'une manière que je n'avais pas encore apprise à ressentir pour moi-même. On va se battre, a-t-elle dit d'une voix farouchement déterminée. Nous allons tout savoir sur cette Sylvie et nous allons veiller à ce que vous soyez protégés. Ce que nous avons découvert sur Sylvie Leblanc était à la fois fascinant et terrifiant. Elle avait 58 ans, était élégante, bien habillée et avait déjà été mariée 3 fois, à chaque fois avec un homme nettement plus âgé qu'elle, devenant veuve à chaque fois en quelques années, héritant à chaque fois d'une fortune conséquente. Le schéma était toujours le même. Elle rencontrait ces hommes dans des clubs, des salles de sport, des lieux où les hommes plus âgés se réunissaient pour rester actifs et sociables. Elle les charmerait, les rajeunirait, les rendrait désirables. Elle les isolerait peu à peu de leur famille, les convaincrait que leurs femmes les freinaient, qu'ils méritaient mieux. Puis vinrent les manipulations financières. Compte joint, changement d'assurance, transfert de propriété. Et puis, mystérieusement, ces hommes mouraient. Crise cardiaque, accident, maladie soudaine. Rien de prouvé, mais le schéma était indéniable. Bernard était destiné à être son 4e mari. La détective privée que nous avons engagée ou une femme bienveillante nommée Isabelle, spécialisée dans ce genre d'affaires, nous a aidés à comprendre à quoi nous avions affaire. Ce n'est pas seulement une adultère, expliqua gentiment Isabelle. C'est une prédatrice. Elle cible des hommes comme votre mari. Des hommes qui ont réussi, mais qui sont émotionnellement vulnérables, se sentant peut-être négligés ou sous-estimés. Elle les fait se sentir comme des rois, mais le prix à payer est tout ce qu'ils ont construit dans leur vie. Le travail de détective a révélé autre chose. Sylvie diffusait déjà sa version des faits dans leur cercle social. Selon elle, Bernard était prisonnier d'un mariage sans amour avec une épouse froide et exigeante qui lui avait pourri la vie pendant des années. Elle se posait en sauveuse, celle qui lui donnerait enfin l'amour et la reconnaissance qu'il méritait. J'étais en train d'être réécrite comme la méchante de ma propre histoire. Lorsque j'ai finalement confronté Bernard, ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Il n'y avait ni honte, ni excuse, ni reconnaissance de ses actes. Au lieu de cela, il y avait cette étrange et froide justification. « Tu ne comprendrais pas, Claire, dit-il sans même me regarder. Tu n'as jamais compris ce dont j'avais besoin. Sylvie me voit vraiment. Elle m'apprécie. Je t'ai apprécié pendant 40 ans, dis-je d'une voix à peine murmurée. J'ai soutenu ta carrière, élevé nos enfants, pris soin de ta mère malade. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné du devoir, répondit-il. Sylvie me donne de la passion. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de profond. L'homme que j'avais aimé pendant 40 ans, l'homme autour duquel j'avais construit ma vie, n'avait jamais vraiment existé. Ou peut-être avait-il existé, mais avait-il lentement disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et nos enfants? Demandai-je. Et nos petits-enfants? Et la vie que nous avons construite ensemble? Ils finiront par comprendre, dit-il. Ils veulent mon bonheur. Mais il avait tort. Marie et notre fils Pierre étaient dévastés, non seulement par la trahison, mais aussi par la façon dont Bernard tentait de réécrire l'histoire, de faire croire que notre mariage avait été une imposture dès le début. Ce soir-là, seule dans notre maison, celle qui risquait d'être bientôt hypothéquée sans mon consentement, je suis montée au grenier. Je cherchais nos vieux albums photos, voulant me rappeler que notre vie commune avait été réelle, que ces 40 années avaient eu un sens. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié, une petite boîte en bois ayant appartenu à ma mère. À l'intérieur se trouvaient des lettres et un journal intime que je n'avais jamais lu, des documents d'une période de sa vie dont elle n'avait jamais parlé. Il s'est avéré que ma mère avait elle-même été trahie. En 1967, alors que j'avais tout juste 10 ans, mon père avait tenté de la quitter pour une autre femme. Mais contrairement à moi, ma mère avait immédiatement riposté. Elle avait engagé un avocat, protégé ses biens, et lorsque mon père a compris ce à quoi il renonçait, il est revenu en rampant. En lisant son journal, j'ai trouvé une force que je ne me connaissais pas. Elle a écrit sur l'humiliation, la douleur, la peur de tout recommencer. Mais elle a aussi écrit sur la découverte de son propre pouvoir, de sa propre valeur,
de sa capacité à construire sa vie selon ses propres conditions. Je ne serai pas effacée, avait-elle écrit. Je ne les laisserai pas réécrire mon histoire. Je suis bien plus que ce qu'ils pensent. Ces mots sont devenus mon mantra. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la banque. Armé de notre certificat de mariage et de 40 ans d'histoire financière commune, j'ai gelé les comptes que Bernard avait vidés. Puis j'ai consulté une avocate, pas n'importe laquelle, mais Marie-Claude Fontaine, une femme spécialisée dans la protection des droits des femmes dans des situations comme la mienne. Madame Claire, m'a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire, ce que fait votre mari est non seulement moralement répréhensible, mais illégal. Il ne peut pas hypothéquer votre maison sans votre consentement. Il ne peut pas vous retirer des polices d'assurance à votre insu. Et si cette Sylvie est impliquée dans une fraude financière, elle peut être poursuivie. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Mais la véritable transformation se produisait en moi. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi, non pas pour Bernard, mais pour moi. Je suis allée au salon et je me suis fait coiffer comme je l'avais toujours voulu sans jamais oser. J'ai acheté des vêtements qui me donnaient confiance en moi et me mettaient en valeur. J'ai commencé à marcher le matin, non seulement pour faire de l'exercice, mais aussi pour reprendre ma place dans le monde. J'ai aussi commencé à parler à d'autres femmes, amies, voisines, femmes au marché. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique. Tant de femmes de notre âge avaient été confrontées à des trahisons similaires, à des tentatives similaires de nier leur contribution aux relations et à la famille. Mais j'ai aussi découvert autre chose. Beaucoup de ces femmes n'avaient pas seulement survécu, elles s'étaient épanouies. Elles avaient construit une nouvelle vie, trouvé de nouveaux objectifs, découvert des forces qu'elles ignoraient. Les procédures judiciaires étaient complexes et émotionnellement épuisantes. Bernard s'est battu à chaque étape, a aidé grâce à l'argent et aux relations de Sylvie. Ils m'ont dépeinte comme une femme amère et vindicative qui n'acceptait pas la fin de son mariage. Mais Marie-Claude était implacable. Elle a révélé l'ampleur des manipulations financières, les virements frauduleux, la manière systématique dont Bernard avait tenté de me priver de tout. Elle a également fait témoigner des experts sur le comportement de Sylvie et son passé de cibler des hommes vulnérables. Le plus difficile a été de me dénigrer. Les avocats de Sylvie ont tenté de me présenter comme une épouse froide et sans amour qui avait poussé Bernard à chercher l'affection ailleurs. Ils ont évoqué toutes nos disputes, tous les moments de discorde de nos 40 ans de mariage, et les ont transformés en preuve de mon échec en tant qu'épouse. Mais Marie-Claude avait une stratégie différente. Elle a fait appel à des amis, des voisins, des membres de ma famille qui ont témoigné de la femme que j'étais vraiment. Ils ont parlé de ma gentillesse, de ma générosité, de mes décennies de dévouement désintéressé envers ma famille. Ils ont parlé de mon travail communautaire, de mes amis. J'avais soutenu des personnes dans les moments difficiles, notamment grâce à la façon dont j'avais pris soin de parents âgés. Plus fort encore, ils parlaient de ma contribution à notre mariage, pas seulement la cuisine et le ménage que les avocats de Bernard tentaient de minimiser, mais aussi le soutien émotionnel, les sacrifices professionnels, la façon dont j'avais transformé notre maison en un foyer. Le déclic est venu lorsqu'Isabelle, notre détective privée, a découvert quelque chose d'extraordinaire. Le second mari de Sylvie, qui était censé être décédé d'une crise cardiaque, était en parfaite santé selon son dossier médical. Plus important encore, il s'apprêtait à modifier son testament pour le rendre à ses enfants lorsqu'il est décédé. Il y avait également des incohérences dans les dossiers financiers de Sylvie, preuve qu'elle avait systématiquement volé ses précédents maris avant leur décès. Les autorités ont ouvert une enquête et, soudain, Sylvie s'est retrouvée sous le coup de poursuites pénales. Bernard, confronté à ces preuves, a enfin commencé à voir dans quoi il s'était fourré. La femme qu'il pensait être son salut était en réalité une prédatrice qui avait planifié sa destruction comme elle en avait détruit d'autres. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Pour de simples excuses. Trop de choses avaient été brisées, trop de limites avaient été franchies. Bernard a essayé de revenir, de s'excuser, de me convaincre qu'il avait été manipulé, qu'il ignorait la véritable nature de Sylvie. C'était peut-être vrai. Peut-être avait-il été victime lui aussi, à sa manière. Mais la victimisation n'efface pas les choix que l'on fait, les personnes que l'on blesse, la confiance que l'on trahit. La bataille juridique a duré 8 mois. Au final, j'ai conservé notre maison,
récupéré l'argent volé et obtenu ma part légitime de nos biens communs. Sylvie a été arrêtée et jugée pour fraude et complot. Bernard s'est retrouvé avec très peu de ressources, tant financières qu'émotionnelles. Mais la véritable victoire ne se trouvait pas au tribunal. Elle était dans le miroir, où j'ai vu une femme dont j'avais oublié l'existence. Forte, compétente, indépendante. Belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'approbation des autres. Je n'ai pas repris Bernard. Non pas par désir de le punir, mais parce que j'avais découvert quelque chose de précieux en moi. Solitude, moi-même. Après 40 ans de vie de couple, j'apprenais à être entière par moi-même. Marie et Pierre ont soutenu ma décision, même s'il leur était difficile de voir leur famille déchirée. Mais ils ont aussi vu autre chose, ils ont vu leur mère se défendre, refuser d'être maltraitée, leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis dans notre maison, ma maison maintenant, avec un jardin que j'ai redessiné pour refléter mes propres goûts plutôt que ceux de Bernard. J'ai rejoint un club de lecture, commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux locaux et me suis mise à la peinture, une activité que j'avais toujours rêvé de faire, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps de gérer la vie des autres. Je ne suis pas amère de ce qui s'est passé. Surprenant, peut-être, mais vrai. La trahison a été terrible, mais elle m'a aussi libérée d'une relation qui était devenue plus une question d'habitude que d'amour, plus une question de commodité que de véritable connexion. Je vois Bernard parfois en ville. Il paraît plus âgé, diminué d'une certaine manière. Sylvie l'a quitté lorsqu'il est devenu évident qu'il ne pourrait pas lui offrir le style de vie qu'elle souhaitait. Il est seul maintenant, et même si je ne lui souhaite aucun mal, je ne me sens plus responsable de ses choix. Le plus beau dans cette nouvelle vie, c'est la relation que j'ai construite avec mes enfants et mes petits-enfants. Ils me voient différemment maintenant, non plus comme une maman ou une grand-mère, mais comme Claire, une femme avec ses propres rêves, ses forces et ses opinions. Ma petite fille Amélie m'a récemment confié que je l'inspirais à être indépendante, à ne jamais laisser quiconque définir sa valeur. Que ai-je appris de cette expérience? Tant de choses, mais peut-être la plus importante. On n'est jamais trop vieux pour recommencer, pour découvrir de nouveaux aspects de soi-même, pour refuser tout traitement qui nous diminue. J'ai appris que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, peut être un cadeau si on la laisse faire. Elle peut nous révéler qui nous sommes vraiment lorsque tout le reste nous est retiré. Elle peut révéler des forces que nous ignorions posséder et des possibilités que nous n'avions jamais imaginées. J'ai appris que l'amour, le véritable amour, ne nous oblige pas à nous rapetisser, à disparaître, à accepter des miettes alors que nous méritons un festin. Le véritable amour célèbre qui nous sommes, et non qui nous pouvons être façonnés. Plus important encore, j'ai appris que notre valeur n'est pas déterminée par le choix d'autrui de nous valoriser. Notre valeur est inhérente, immuable, à nous de la revendiquer et de la protéger. Si vous écoutez cette histoire et vous y reconnaissez, si vous êtes confronté à votre propre trahison ou si vous vous sentez invisible dans votre propre vie, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes quand vous cessez d'être celui que tout le monde veut que vous soyez. Les années qui nous restent, qu'elles soient 5 ou 25, sont précieuses. Elles nous appartiennent pour vivre selon nos propres conditions, avec dignité, avec un but, avec la sagesse qui vient d'avoir survécu et prospéré à tous les défis de la vie. Nous ne sommes pas invisibles. Nous ne sommes pas jetables. Nous ne sommes pas trop vieux pour prendre un nouveau départ, pour trouver un nouvel amour, pour poursuivre de nouveaux rêves, pour écrire de nouveaux chapitres de nos histoires. Bernard pensait pouvoir m'effacer, réécrire notre histoire, ignorer mes contributions à notre vie commune. Mais je suis toujours là, plus forte que jamais, en train d'écrire ma propre histoire maintenant. Et quelle belle histoire cela devient! Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin et je regarde les rosiers que j'ai plantés au printemps dernier fleurir pour la première fois. Ils sont magnifiques, plus beaux que je ne l'avais imaginé en les plantant. Il y a quelque chose de magique à prendre soin de quelque chose dès le début, à le regarder grandir, à le voir s'épanouir sous ses soins. C'est à cela que ressemble cette nouvelle vie. Je suis désormais la jardinière de ma propre existence, choisissant ce que je plante, ce dont je m'occupe, ce dont je me sépare. Et le jardin de ma vie est plus beau qu'il ne l'a jamais été. Ma voisine, Madame Rousseau,
est passée hier. Elle a 73 ans et est veuve depuis peu. Elle a regardé mon jardin, mon petit chevalet peint installé sur la terrasse, la satisfaction sur mon visage, et elle a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Claire, vous avez l'air d'une femme qui a trouvé sa joie de vivre. Et elle avait raison. J'ai trouvé ma joie de vivre, non pas en étant l'épouse, la mère ou la gardienne de quelqu'un, mais en étant moi-même. Purement, authentiquement, sans complexe. Alors, mon cher ami, alors que nous arrivons à la fin de cette histoire, je veux vous laisser avec une invitation. Regardez autour de vous. La vivez-vous selon vos propres conditions? Honorez-vous votre propre valeur? Entretenez-vous votre propre jardin? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous sommes la génération qui a brisé les barrières, qui s'est battue pour l'égalité, qui a refusé d'accepter les limites. Nous n'avons pas cessé d'être puissants à 65 ans. Nous n'avons pas cessé de mériter le respect lorsque nos cheveux sont devenus gris. Nous sommes les sages maintenant, les gardiens des histoires, les détenteurs de la force acquise au fil des décennies d'expérience. Nous savons des choses que les plus jeunes ne comprennent pas encore sur la résilience, sur l'amour, sur ce qui compte vraiment. Utilisez cette sagesse. Utilise cette force. Utilise cette connaissance durement acquise de ta propre valeur. Écris ta propre histoire. Entretiens ton propre jardin. Réclame ta propre place dans ce monde. Et si quelqu'un essaie de t'effacer, de te diminuer, de te traiter comme si tu étais invisible, souviens-toi de Claire, debout dans sa cuisine, tenant cette lettre, faisant le choix de riposter. Souviens-toi que tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Souviens-toi que ton histoire n'est pas encore terminée. Souviens-toi que les meilleurs chapitres attendent peut-être encore d'être écrits. Je te le promets, de l'autre côté de la trahison, il peut y avoir un renouveau. De l'autre côté du chagrin, il peut y avoir une guérison. De l'autre côté du sentiment d'invisibilité, il peut y avoir la plus belle visibilité, celle qui vient du fait de se voir vraiment, peut-être pour la première fois. Le jardin des secondes chances est réel. J'y vis maintenant, et il y a de la place pour toi aussi. Tout ce que tu as à faire est de planter la première graine. Tout ce que tu as à faire est de croire que tu mérites de t'épanouir. Tout ce que tu as à faire est de commencer. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui se sont déjà senties invisibles et à la force qui nous attend toutes, prête à fleurir lorsque nous sommes assez courageuses pour entretenir nos propres jardins.